capteur capacitif de déplacement. D'abord, on doit schématiser ça. On va avoir alors là, c'est l'armature du premier condensateur, l'armature du deuxième condensateur. Et on va avoir aussi le condensateur. Inversé. Le noyau, au début, elle était ici au milieu. Là, ça c'est le noyau. Alors, je dois tracer les axes. Premièrement, ça c'est l'axe des X. Ça c'est l'axe des Y. Ça c'est le point. Alors là, ça c'est la distance L. Ça c'est la distance L. Et là, c'est la distance L aussi. L'épaisseur E. Et ici, le noyau, qu'est-ce qu'on a dit? Le noyau a une permittivité. Alors, le noyau a une permittivité epsilon n qui est égale à epsilon 0 fois epsilon r. Position d'équilibre, au début, elle était au milieu. Et ça, c'est le condensateur C1. Celui-là, c'est le condensateur C1. Et ça, c'est le condensateur C2. Évidemment, ici. Ah, c'est le condensateur C1, le condensateur C2. Alors, pour trouver la question, d'abord, quelle est la grandeur physique à mesurer? Premièrement. Quelle est la grandeur physique à mesurer? On voit très bien ici, c'est quoi? C'est le déplacement. Le déplacement du noyau. La grandeur physique à mesurer, c'est quoi? C'est le déplacement. La grandeur physique à mesurer
et le déplacement du noyau. Ce déplacement du noyau, il est décrit par la variable x. Deuxième question. Déterminer l'étendue des mesures. Alors, l'étendue de mesure, on va le voir ici. D'abord, le noyau, sa position de repos, elle était dans cette position-là. Alors, ce noyau-là, il se permet de se déplacer entre les deux condensateurs. Quels sont les extrêmes de son déplacement? C'est-à-dire, il va être tout entier sur C1, entre les armatures de C1, ou bien tout entier entre les armatures de condensateur C2. C'est-à-dire, ce point haut, ici, c'est celui qui va nous définir la position. Il était là, sa position au repos, elle était là, position initiale. Dans ce cas, lorsqu'il va se déplacer tout entier, tout le noyau va être sous le condensateur C1, entre les armatures de condensateur C1 tout entier. Ce point haut, il va se déplacer de combien? Il va être ici, c'est-à-dire, elle va se déplacer d'une distance L sur 2. Alors, lorsqu'il va être tout entier entre les deux armatures de condensateur C2, c'est-à-dire il va être ici dans cette position, c'est-à-dire avec un signe moins L sur 2. Parce que la référence de l'axe ici, c'est ça. Là, vous voyez, dans ce cas, l'étendue de mesure, c'est quoi? C'est compris entre le x, elle va varier, c'est-à-dire le déplacement x va varier entre moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. L'étendue de mesure, c'est entre moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Or, L à quoi est égal, on a donné L, c'est combien? C'est 2 cm. On a donné L, évidemment, L est égal à 2 cm. Et le E est égal à 1 mm. Le epsilon R est égal à 3. Epsilon 0, c'est 8,85, 10 à la puissance moins 12 par mètre. Et quoi d'autre aussi? La surface A, c'est 6 cm au carré. La surface A, c'est 6 cm au carré. La surface A, c'est 6. La surface. Clair? Alors, dans ce cas, l'étendue de mesure, ça sera moins, combien on a dit? 2 cm, c'est-à-dire, celle-ci va être égale à moins 1 cm et 1 cm. Donc ça, ce qu'on appelle l'étendue de mesure. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Comme on a dit tout à l'heure, il faut trouver la relation entre un paramètre de ce capteur et la grandeur physique. Alors, puisqu'on travaille avec des condensateurs plans, qu'est-ce qu'on savait sur les condensateurs plans? On savait que la capacité d'un condensateur plan, c'est epsilon 0
fois epsilon R sur la distance entre les deux armatures que multiplie la surface des armatures. Alors ça, c'est un paramètre de ce condensateur et sur lequel on va travailler. Et c'est pour cela que je vous ai demandé de calculer, de trouver le C1 de X à quoi est égal et le C2 de X à quoi est égal. Mais avant cela, on va vous faciliter la tâche et on va vous demander de calculer C1 de X quand X est égal à 0, c'est-à-dire quand le noyau est dans sa position initiale et qui évidemment est égal à C2 de X. C'est ce qu'on va calculer au début. Après, on passe à la forme générale en fonction de X. Alors, on va calculer cela. Qu'est-ce qu'on voit ici pour ce capteur-là, comme on a dit tout à l'heure? C'est un condensateur. Là, une partie, il y a le diélectrique CR. Dans l'autre partie, il y a le diélectrique C et le noyau. Dans ce cas, chaque condensateur, il est équivalent à deux condensateurs en parallèle. Alors, le condensateur C1, on va le tracer ici. C1. Voilà. Ça, c'est le condensateur C1. Et ça, c'est le condensateur C2. Là, elle est juste à côté. Le noyau, où est-il? Le noyau, il est au milieu, c'est-à-dire il est là. Dans ce cas, le noyau, il occupe la moitié des armatures de silhouette et la moitié des autres. Alors ça, c'est le C2. Ça, c'est le C1. Dans ce cas, il est dans sa position d'équilibre. Alors, chaque condensateur, on va travailler avec d'abord le condensateur C1, il sera équivalent à quoi? Le condensateur C1 sera équivalent à deux condensateurs. Voilà, le premier. Et le second en parallèle. Voilà. Celui-là, il est bien rempli du noyau. L'autre, il y a seulement de l'air. Alors ça, c'est de l'air. Et ça, c'est le C du noyau. Dans ce cas, le condensateur C1, C1 pour X égale à 0, ce n'est que CA, bien C1 en général, C1 de X est constitué de quoi? De deux condensateurs en parallèle, c'est-à-dire CA plus C1. La même chose, C2 aussi, il est constitué de deux condensateurs CA et CN. Alors, on va travailler avec le premier. Qu'est-ce qu'on a dit ici en position au repos pour X égale à 0? Qu'est-ce qu'on a? Le noyau occupe la moitié de la longueur, c'est-à-dire ici, il est à une distance L sur 2, et l'autre distance L sur 2, elle est occupée par l'air. Alors, dans ce cas, C1 de X égale à 0 est égal à C de l'air, c'est-à-dire epsilon 0 sur la distance qui est E fois S dans l'air, la surface occupée dans l'air par ce plus epsilon, la permittivité du noyau. On a dit que le noyau C est égal à epsilon R est égal à 3, c'est-à-dire 3R fois epsilon de 0 sur E que multiplie S du noyau.
Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher la surface du noyau. Or, puisque le noyau se trouve au milieu, il va occuper la moitié de A, la moitié de la surface A. Dans ce cas, S de A est égal à A sur 2, qui est égal à S de N est égal à A sur 2. Vous le voyez ici, puisqu'il se trouve au milieu. Vous voyez, puisqu'il se trouve au milieu, dans ce cas, la surface occupée ici. Dans ce cas, cette surface-là, ça c'est S du noyau, et ça c'est S de R. Puisqu'il se trouve au milieu, dans ce cas, la surface, ce n'est que la moitié de toute la surface A. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que C1 pour x est égal à 0 est égal à epsilon 0 sur E qui multiplie A sur 2 plus 3 epsilon 0 sur E qui multiplie A sur 2. Ou bien, on aimerait bien garder epsilon R, c'est mieux. On garde epsilon R pour effectuer un calcul général. Epsilon R, epsilon R. Alors, c'est 1 de x, à quoi est égal, pour x égale à 0, est égal à epsilon 0 sur E fois A, plutôt sur 2E, facteur de 1 plus epsilon R. Et celle-ci, évidemment, s'applique à C2. Et C2 s'applique à C2 pour que x est égal à 0. C'est la même chose. Epsilon 0A sur 2E, facteur de 1 plus epsilon. Et voilà, on a déterminé C1 pour x égale à 0 et C2 pour x égale à 0. On voit très bien que ces deux valeurs sont des constantes et on va les appeler C0. Et on va composer ici. Compose. C0 est égal à C1 pour x égale à 0. À C2 pour x égale à 0, qui est égal à epsilon 0 A sur 2E, facteur de 1 plus epsilon. Alors, tout cela, ce calcul-là, on l'a effectué lorsque le noyau est dans sa position initiale, c'est-à-dire le centre du noyau se trouve dans l'origine des axes X. Voilà, l'origine se trouve dans l'axe X. Maintenant, on va faire une étude. Que se passe-t-il lorsque l'origine de ce noyau va se déplacer d'une distance x? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais le schématiser ici. Alors, on va essayer. Est-ce qu'on peut... C'est la largeur. Alors là, est-ce qu'elle va me recopier ça?
Alors nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Ce noyau va se déplacer. Alors lorsqu'il va se déplacer, je vais le schématiser ici. Alors on va prendre comme... voilà. On va tracer d'abord les condensateurs. Voilà, ils sont là. Premier condensateur. 2 secondes. Non, il est plus là. Deuxième condensateur. Voilà. Maintenant, le noyau va se déplacer. Ça. Le noyau, il est caractérisé par son centre, il est là. Là. L'axe des X, elle est là. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'axe des Y. Ça, c'est 0. Alors, pour lui, le déplacement, elle était, c'est celui-là. Ça, c'est le déplacement X. Se déplacer X. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? La distance occupée par la distance occupée la distance occupée par le noyau à l'intérieur. D'abord, je dois tracer d'abord ça. Donc ça, c'est le C1. Ça, c'est le C2. Le C2. Alors, dans ce cas, la distance occupée par le noyau à l'intérieur de condensateur C1, à quoi est égal? On va la schématiser maintenant. C'est cette distance-là. Dans ce cas, il s'est déplacé avec X. Et cette distance-là, c'est combien? C'est L sur 2 plus X. Et notre distance, ici, c'est qu'il reste, là où il y a seulement de l'air, c'est L sur 2 moins X. De l'autre côté, ici, la distance occupée à l'intérieur, c'est de condensateur C2, c'est L sur 2 moins X. Et notre distance occupée par l'air, c'est L sur 2 plus X. C'est bon, jusque-là, c'est bon. Alors, on va essayer de calculer la capacité C1. Alors, C1 de X, on a dit, c'est la capacité dans l'air, là où il y a de l'air, plus la capacité là où il y a le noyau. Et ces deux valeurs-là, à quoi est égal? Celle-ci est égale à epsilon de l'air sur E que multiplie la surface dans l'air plus epsilon 0, epsilon R sur E que multiplie la surface occupée par le noyau. Donc ça, c'est C1 de X. Alors, l'inconnu ici, c'est quoi? C'est SA et SN. À quoi correspond SA? À quoi correspond SN? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la règle de 3 qu'on a tout à l'heure.
C'est quoi? C'est-à-dire, on a dit que l'air de l'armature tout entière a une distance L. C'est ça? Voilà. Toute l'air a une distance L. Et la surface occupée par le noyau ou bien l'air a une distance bien spécifique selon le déplacement. Et ici, surface de l'air, se trouve ici, S de l'air, A et occupe une distance, c'est L sur 2 moins X. La même chose, S du noyau, il occupe la distance L sur 2 plus X. En utilisant la règle de 3, à quoi est égal S de A et S de l'air? S de A, c'est-à-dire S de l'air, à quoi est égal à ça fois ça sur ça, c'est-à-dire 1/2 moins X sur L fois A. Ça. Et S du noyau, c'est 1/2 plus X sur L fois A. Je vais les remplacer ici. C'est 1 de X. Est égal à epsilon 0 sur E que multiplie A facteur de quoi? De 1/2 moins X sur L plus epsilon 0, epsilon R sur E que multiplie A que multiplie 1/2 plus X sur R. Et je vais écrire ça. T1 de X va avoir l'expression suivante, epsilon 0 A sur 2E, facteur de quoi? De 1 moins 2X sur L, de 1 moins 2X sur L, ça c'est le premier terme, c'est ça, plus le deuxième terme c'est quoi? C'est epsilon R, c'est ça? Epsilon R, facteur de 1 plus X sur plus epsilon R, facteur de 1 plus 2X sur R. C'est ça? Alors, ceci va nous donner epsilon 0 A sur 2E, facteur de 1, plus epsilon R, c'est ça. Le tout, ça fait, on va mettre 2X plus 2X sur L, facteur de epsilon R, moins 1. Alors, dans ce cas, je vais faire sortir ce terme-là, c'est 1 de X, va être égal à epsilon 0 A sur 2E, facteur de 1 plus epsilon R, le tout facteur de 1 plus epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1, facteur de
2x sur r. Et voilà l'expression que je vous ai demandé de calculer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est or epsilon 0 a sur 2e facteur de 1 plus epsilon r est égal à C0. Et dans ce cas, C1 de x est égal à C0, facteur de 1 plus epsilon r moins 1 sur epsilon r plus 1, 2x sur... Voilà, l'expression finale. Le même calcul qu'on va effectuer pour l'autre, ici. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas? Dans le deuxième cas ici, on va avoir que S de l'air, il est différent. On va d'abord dire C1, C2, à quoi est égal, C2 de X, c'est C de l'air plus C du noyau. C de l'air est égal à epsilon 0 sur E que multiplie S de l'air plus l'autre c'est epsilon 0 epsilon R sur E fois S du noyau. Alors, ce qui nous reste à démontrer, c'est de trouver ce terme-là, S de A pour le C2 et le S de N pour le C2. Or, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord toute la surface A à une longueur L et on va chercher le S de A, quelle est la longueur qu'elle possède, et S de N, la longueur qu'elle possède à partir de ce schéma. Alors, S de A, elle possède N sur 2 plus X, c'est toute cette distance. S de N, c'est N sur 2 moins X. Vous voyez, dans ce cas, c'est N sur 2 plus X, et le noyau, c'est N sur 2 moins X. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Que S de A peut être égal. S de A est égal à 1 demi plus X sur L fois A, et S de N est égal à 1 demi moins X sur L fois A. On va remplacer ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Que C2 de X est égal epsilon 0 sur E que multiplie A facteur de 1 demi plus X sur L plus epsilon 0 epsilon R sur E que multiplie S de N, c'est 1 demi moins X sur L fois A. Voilà. Je dois factoriser. Epsilon 0A sur 2E, facteur de quoi? De 1 plus 2x sur L, là, et l'autre plus epsilon R, facteur de 1 moins 2x
sur L. Celle-ci est égale epsilon 0A sur 2E, facteur de 1 plus epsilon R plus 2x sur L, ou bien on va mettre moins facteur de 1 de epsilon R moins 1. Et finalement, C2 de x égale à epsilon 0 A sur 2E, facteur de 1 plus epsilon R, facteur de 1 moins epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1, facteur de 2x sur R. Et voilà, on a dit que ce terme-là, c'est, on a, qu'est-ce qu'on a? On a C0 est égal à epsilon 0A sur 2e facteur de 1 plus epsilon R. Dans ce cas, C2 de x est égal à C0 facteur de 1, combien? 1 moins epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1 fois 2x sur R. Et voilà, finalement, on a trouvé l'expression de notre capacité, de la capacité de notre condensateur qui se trouve à notre gauche. Alors, on a maintenant, ce capteur-là a deux capacités qui varient. La capacité C1, qui varie en fonction de x, et la capacité C2, qui varie en fonction de x. Alors, la grandeur physique, elle dépend de la variation de ces deux condensateurs. Alors, pour faire l'étude, qu'est-ce qu'on doit faire? On va monter ce capteur-là dans un pont de Wheatstone. Ce pont de Wheatstone, il est constitué de deux condensateurs comme l'autre. On va le passer ici. Le pont de Wheatstone, voilà. Dans lequel on va mettre des résistances, comme tout à l'heure. Elle est alimentée par une tension sinusoïdale de fréquence de pulsation oméga. Et les deux, et le capteur sera monté de cette manière-là. Condensateur C1 et le condensateur C2. En ce cas, ça c'est le C1. Donc ça c'est VG. C1 de X. Et ça c'est le C2 de X. Ça c'est R. Et ça c'est R. On va vous demander de calculer V de mesure. Voilà. Oui, c'est tout. Non, ça ne va pas être. Hein? Ah. Non, je suis un sévère, je suis. Vous êtes là. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, après avoir effectué ou bien mettre ce capteur-là dans un pont de Wheatstone, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer V de mesure. Alors, V de mesure, évidemment, c'est la tension entre le point A moins la tension entre le point B. V de mesure ici, c'est V de A moins V de B. Or, V
V de A, c'est quoi? V de A, c'est l'impédance de C2 sur l'impédance de C2 plus l'impédance de C1 que multiplie V de G. Et l'impédance de la tension de V de P, c'est R sur R plus R V de G. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit remplacer ensemble V de mesure est égal, qu'est-ce qu'on a dit ici? Z de C2, c'est 1 sur J C2. 1 sur J oméga C2 sur 1 sur J oméga C2 plus 1 sur J oméga C1 moins R. R sur R plus R, ça donne V de G sur 2. C'est ce qu'on va faire ici, c'est 1/2 l'ensemble V de G. On va simplifier par J oméga et on va voir C1 sur C1 plus C2 moins 1/2 V de G. Et finalement, V de mesure est égal à C1 moins C2 sur C1 plus C2 V de G sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À remplacer. Là, donc ça, c'est l'expression finale. Je dois remplacer C1 et C2 par leur expression. Or, C1 à quoi est égal, on a dit? Alors, il y a une différence de signe de moins, vous le voyez. C1, c'est C01 plus, et l'autre, c'est C01 moins. C1, or C1, c'est quoi? C'est C0, 1 plus le rapport epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1 fois 2x sur N. Et C2, c'est la même chose. Et C2, c'est C0 facteur de 1 moins epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1 facteur de 2x sur R. Voilà. Je vais remplacer V de mesure est égal évidemment, les C0 vont sauter. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement le terme à l'intérieur, c'est-à-dire 1 plus epsilon R moins 1, epsilon R plus 1, que multiplie 2x sur L, moins C2. C2, ça fait moins 1 plus ça veut dire 1 plus C2, 1 plus epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1, 2x sur L. L'ensemble sur 1 plus epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1, 2x sur L, plus 1 moins
epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1, 2x sur R, le tout que multiplie V de G sur 2. Alors, on va simplifier. On va simplifier par ça. Ça veut dire le 1 va sortir avec le 1. Qu'est-ce qu'il reste en haut? On va avoir V de mesure est égal à 2x sur L facteur de quoi? De ce terme-là, ça fait 4x sur L. 4x sur L facteur de epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1 sur, on va avoir, c'est tout, on va V de G sur 2. Et finalement, 2 va sortir avec le 2, qu'est-ce qu'il reste? V de mesure finale est égal à epsilon R moins 1 sur epsilon R plus 1 fois V de G sur L que multiplie X. C'est ça le résultat final qu'on a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de trouver l'intervalle de variation de la tension de mesure. L'intervalle de la variation de la tension de mesure dépend de l'étendue de mesure. Alors, on va noter. Monsieur, le son, ça marche pas. Monsieur,